On s'est déjà demandé ce qui se cache vraiment derrière notre façon de travailler. Qu'est-ce qui dicte nos tâches, nos objectifs et même la forme des entreprises qui nous emploient. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces plans, souvent invisibles, qui façonnent notre quotidien professionnel. Alors partons d'une question qui peut paraître simple. Qui a conçu votre travail? Parce que non, la plupart des emplois ne sortent pas de nulle part. Ils ont été pensés, organisés. C'est le résultat d'une longue histoire qui a débuté il y a plus d'un siècle. Et à l'origine de cette histoire, il y a un nom, Taylor, et son concept, le Taylorisme. L'idée de Frederick Taylor était assez radicale pour l'époque. Pour lui, le travail n'est pas un art, c'est une science. Et comme toute science, on peut l'analyser, la décomposer, la mesurer pour en tirer le maximum d'efficacité. Pour mettre cette science en pratique, Taylor n'y est pas allé au hasard. Il a établi un plan, une sorte de recette systématique basée sur 4 grands principes. D'abord, on divise. On prend une tâche complexe et on la pulvérise en une série de gestes ultra simples et répétitifs. Ensuite, deuxième point crucial, on sépare ceux qui pensent de ceux qui font. Les ingénieurs dans les bureaux conçoivent le travail et les ouvriers sur le terrain ne font qu'exécuter sans se poser de questions. Troisième étape, le chronomètre. Chaque geste est mesuré à la seconde près pour définir le seul et unique rythme de travail le plus rapide possible. Et enfin, pour que ça tourne, on lie directement le salaire à la productivité. Plus on produit, plus on est payé. C'est un système total, une véritable machine humaine. Et cette théorie, elle n'est pas restée dans les livres. Son application la plus spectaculaire, c'est bien sûr Henry Ford et ses usines automobiles. La fameuse chaîne de montage, où la voiture avance vers l'ouvrier qui fait le même geste, encore et encore, eh bien c'est l'incarnation parfaite du Taylorisme. La production de masse était née. Forcément, un système aussi radical, ça a eu des conséquences énormes. Il a, en quelque sorte, 2 visages. D'un côté, une efficacité jamais vue auparavant, et de l'autre, un coût humain qui est loin d'être négligeable. Côté pile, c'est une révolution. La production explose, les coûts s'effondrent, et des produits de luxe comme la voiture deviennent soudainement accessibles à des millions de gens. C'est un vrai progrès matériel. Mais côté face, le tableau est bien plus sombre. Le travail devient abrutissant, épuisant. L'autonomie et la créativité sont réduites à néant. Et sur le plan psychologique, les dégâts sont là. Stress, lassitude, perte de sens. C'est le grand paradoxe de ce système. Cette petite phrase, elle résume tout. Elle est terrible en fait. Elle dit que l'individu au travail n'est plus une personne complète, mais juste une paire de bras. On lui demande de laisser son cerveau au vestiaire, il n'est plus qu'un rouage, interchangeable à volonté. Ok, donc on a vu comment cette organisation a totalement redéfini la façon de travailler en se concentrant sur le geste, la tâche, l'individu-machine. Mais ce travail, il ne se fait pas dans le vide. Pour avoir la vue d'ensemble, il faut maintenant prendre un peu de hauteur. Il faut se demander dans quel type de structure tout ça s'organise. Quelle est la forme de la grande machine dans laquelle ces petits rouages s'insèrent? Et pour y voir plus clair, on peut cartographier le monde des entreprises. On va voir qu'on peut les classer de différentes manières et que ça nous aide à mieux comprendre où et comment les idées de Taylor ont pu s'implanter. Le premier critère, le plus simple, c'est la taille, le nombre de salariés. Et ça change tout. C'est évidemment beaucoup plus facile d'imposer un système tayloriste hyper strict dans une grande entreprise avec des centaines d'employés que dans une micro-entreprise de moins de 10 personnes où la polyvalence et la flexibilité sont souvent vitales. Ensuite, il y a la structure légale. En gros, qui détient le pouvoir? Dans une entreprise individuelle, la vision d'une seule personne domine. Mais à l'opposé, dans une coopérative, le pouvoir est partagé, la gestion est démocratique. On imagine bien que dans ce cas, le principe de séparation entre ceux qui pensent et ceux qui exécutent est fondamentalement remis en question. Enfin, il faut regarder ce que font ces entreprises. On les classe en grands secteurs d'activité. Et là, le graphique est sans appel. On voit bien que l'économie a basculé et ça a d'énormes conséquences sur la nature même du travail aujourd'hui. Le secteur secondaire, l'industrie, ça a été le terrain de jeu historique du Taylorisme. Mais aujourd'hui, c'est le secteur tertiaire, celui des services, qui domine très largement. Et là, la question est immense. Comment on applique des méthodes d'usine à un travail de service? C'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle parfois le Taylorisme numérique. Et le secteur quaternaire, lui, l'économie de la connaissance, il cherche justement à s'échapper de ce modèle pour redonner de l'autonomie. Finalement, tout ça nous ramène à notre présent. Quand on regarde le travail aujourd'hui, dans les entrepôts de la logistique, les centres d'appel ou même derrière les applications de livraison, on est en droit de se demander est-ce que les principes de Taylor sont vraiment morts? Ou est-ce qu'ils ont simplement changé de visage, qu'ils sont devenus plus discrets, plus numériques? Sommes-nous encore, d'une certaine manière, les rouages de sa machine? La question reste ouverte.